Alors, bonjour, merci d'être avec nous en ce 13 avril. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir une autre femme inspirante, Madame Dalila Chenafi, qui va nous présenter son cheminement de carrière en tant qu'entrepreneur, mais qu'est-ce qui l'a mené aussi vers l'entrepreneuriat et tout son parcours. Alors, je vais d'abord présenter Madame Chenafi, puis ensuite, je vais lui céder la parole pour qu'elle puisse nous faire sa présentation et qu'on puisse en apprendre davantage sur elle et tout son cheminement. Alors, Dalila Chenafi est présidente fondatrice de l'entreprise Dalila C Biocosmétiques Incorporée et détient un baccalauréat en sciences ainsi qu'un doctorat en biologie. Fille d'un industriel algérien, elle a profité d'un environnement d'affaires et d'une éducation axée sur les grandes valeurs humaines et entrepreneuriales avant de s'établir au Québec en 2001. Après une carrière de 15 ans en conseil, recherche et développement et innovation pour de grands cabinets de consultation au Québec, elle décide de passer à une autre étape professionnelle, sa passion pour l'entrepreneuriat. En 2014, elle fonde sa propre entreprise en mettant de l'avant un concept tout à fait unique dans le monde du biocosmétique au Canada. Après 3 ans de recherche et développement en laboratoire, en 2016, elle inaugure sa ligne de produits biocosmétiques avec sa marque Dalila C Biocosmétiques pour répondre à des préoccupations du vieillissement et de certaines dermatites de la peau. En mai 2019, elle fait son entrée dans 2 bannières de pharmacie et de détail au Québec avec plus de 100 points de vente. En plus de sa boutique en ligne, avec plus de 37 produits 100% naturels, conçus et fabriqués fièrement au Québec, ces produits sont livrés aux États-Unis, à Dubaï, en Corée et au Japon. Madame Chenafi compte plusieurs présentations à son actif avec la réalisation de plus d'une 50aine de conférences auprès de PME et multinationales, de centres de recherche et de transferts technologiques, ainsi que la rédaction technique de plus de 600 dossiers et articles scientifiques pour plusieurs revues spécialisées au Canada. Dans sa vision de redonner à la communauté, Madame Chenafi s'implique dans le milieu entrepreneurial depuis 2011 en étant membre du jury du concours Ose entreprendre, siégeant chaque année au sein des comités innovation technologique et ou bioalimentaire. Elle s'implique aussi auprès de plusieurs compagnies et OSBL en tant que membre du conseil d'administration. Enfin, au cours des ans, son travail exceptionnel lui a prévalu plusieurs prix, reconnaissances et bourses. Une bourse de la Fondation du maire de Montréal en 2002. Reconnaissance décernée par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval en tant que lauréate d'UNAMI en 2017. Fier récipiendaire du certificat de reconnaissance de la Chambre des communes du gouvernement du Canada, également en 2017, lauréate prix Excellence entrepreneuriat féminin de la Fondation Club Avenir FCA HEC Montréal en 2017. Donc, c'était une bonne année pour vous en 2017. Alors, enfin, Dalila Chenafi est une entrepreneure engagée, passionnée et déterminée, et c'est ce qu'on s'apprête à découvrir. Alors, je vous cède la parole, Madame Chenafi. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, merci pour l'invitation. Je suis vraiment honorée aujourd'hui de présenter un peu une histoire professionnelle, mais aussi une histoire personnelle que je relate depuis à peu près, je suis remontée à 25 ans en arrière. Donc, c'est un peu remémorer un petit peu mon parcours professionnel, mon parcours à l'université, mais aussi, en fait, qu'est-ce qui m'a amené, quelles sont les motivations qui m'ont amené à me diriger vers l'entrepreneuriat et avoir cette passion, en fait, au fil des années. Donc, je vais partager, en fait, les slides. J'espère que la technologie va être avec nous. Juste. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Alors, je voulais commencer en fait ce webinaire en vous donnant quelques chiffres qui sont quand même pas mal récents.
au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Donc, ce qu'on remarque depuis à peu près 2 ans, malgré la pandémie qu'on vient de passer, une période difficile, on voit que il y a beaucoup plus de femmes qui se dirigent vers l'entrepreneuriat. Donc, 65% parmi les nouveaux propriétaires, 64,8% sont des femmes, ce qui est relativement intéressant. Et cette proportion, en fait, s'est élevée par rapport à il y a 5 ans, qui était en fait à 51,4%. Donc, on va dire que la pandémie a été un facteur plus positif de diriger plus de femmes dans l'entrepreneuriat et d'optimiser en fait ce potentiel-là. Donc, on sait plus que jamais, les femmes jouent un rôle de premier plan dans le monde des affaires et ces taux sont le reflet évidemment de leur dynamisme. Ce qu'on voit aussi, c'est que le taux des personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont 2 fois plus dynamiques ces dernières années. Donc, le désir, en fait, des immigrants de devenir entrepreneurs et en pleine croissance. Et ça, c'est par rapport aussi, je pense, par rapport à leur éducation, par rapport aussi à leur formation. Et ça, on l'observe depuis les 5 dernières années et beaucoup plus les 2 dernières années, justement, avec la pandémie. Il y a un potentiel où il y a une envie d'entreprendre et d'aller vers des projets beaucoup plus au niveau entrepreneurial. Donc ça, c'est cette constatation, plus de femmes, plus d'émigrants. Alors, je parle d'émigrants parce que moi, je suis évidemment, je vis au Canada depuis 22 ans. Mais je suis issue de l'immigration, donc je vais vous relater un petit peu mon histoire, d'où je viens, comment j'ai cheminé. Et donc, le fait que je vis au Canada depuis 22 ans m'a apporté énormément et à travers aussi mes expériences, mais aussi mon parcours professionnel. Alors, si on regarde un peu les taux, en fait, les propriétaires des petites et moyennes entreprises au Canada depuis 2020, donc très récemment, on voit que les propriétaires hommes, évidemment, sont beaucoup plus importants. Hein. Le taux même augmente de 67,3% jusqu'à 78,2% selon la taille de l'entreprise. En revanche, la part où les propriétaires féminins, en fait, décroît. On voit que ça passe de 18,2% jusqu'à 9,5% en fonction aussi de la taille de l'entreprise. Donc, on voit qu'il y a plus de femmes propriétaires des petites entreprises, alors que dans les grandes entreprises, on voit qu'il y a plus d'hommes qui sont PDG ou qui sont propriétaires d'entreprises beaucoup plus importantes. Et ça, on le voit dans le quotidien. Moi, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont depuis plusieurs années. Je côtoie des entrepreneurs femmes, j'ai côtoyé aussi des entrepreneurs hommes et cette proportion, en fait, ne m'étonne pas. Mais on aimerait quand même que la femme ou que les femmes puissent avoir des entreprises beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus grandes et de faire aussi des acquisitions peut-être avec des entreprises moyennes et plus grandes. On y reviendra tantôt. Alors, si on regarde, par exemple, la proportion des travailleuses autonomes, donc des petites entreprises, ce qu'on voit ici, je vais juste pousser un petit peu l'écran de mon ordinateur. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que il y a une forte proportion de travailleurs ou de petites entreprises dans plusieurs régions ou dans plusieurs provinces à travers le Canada. On va dire que le Québec n'est pas le champion. Quand j'ai vu les statistiques, je pensais que le Québec était le numéro 1, mais en revanche, on voit que la Colombie, on voit que l'Alberta et le Saskatchewan sont les champions en fait des femmes
ou des travailleuses autonomes. Donc, le taux est beaucoup plus important. Ensuite, on regarde en Ontario, puis après ça, on arrive au Québec. Donc, il y a une proportion quand même plus ou moins égale par rapport aux différentes provinces. Et ça, c'est expliqué peut-être que les femmes en Colombie-Britannique ou en Saskatchewan sont beaucoup plus... il y a un engouement, on va dire, vers la création d'entreprises ou l'entrepreneuriat par rapport au Québec et l'Ontario. Donc, alors, si on regarde maintenant les proportions des femmes immigrantes entrepreneurs, il y a, comme j'ai dit au départ, il y a une augmentation en fait des entrepreneurs immigrants au Canada en général, au Québec évidemment. Alors, on voit que les entreprises en fait qui sont dirigées par des immigrants en fait, exportent presque 2 fois plus, il y a une exportation 2 fois plus importante ou plus élevée des entreprises dirigées par des femmes nées au Canada par rapport à, c'est ça, par rapport à 10,4%. En fait, on voit aussi qu'il y a une création de nouveaux produits, donc des entrepreneurs qui sont susceptibles en fait de mettre en œuvre des processus ou des méthodes de production novateurs qui est plus importante. Et on voit aussi que le nombre de compétences et d'expériences requises pour réussir des femmes ou des entrepreneurs et migrantes est sous-représenté en fait au Canada. Et ça, c'est vraiment à cause de toutes les évaluations des différents ministères au Canada, donc par rapport au diplôme ou par rapport à l'éducation et l'expérience professionnelle. Donc, on va revenir tantôt par rapport à ces concepts-là. Au niveau de l'accès au financement, on voit que 58% des propriétaires des petites entreprises se sont lancés avec moins de 5 000 $ en entrepreneuriat et que, en fait, l'accès au financement au démarrage de l'entreprise reste quand même un peu difficile. Mais je vais vous raconter aussi mon histoire qui peut aussi témoigner de beaucoup plus d'ouverture aussi dans ma première expérience entrepreneuriale et par rapport aussi à ma deuxième expérience entrepreneuriale qui est beaucoup plus récente. Donc, il y a aussi donc, cette proportion est quand même plus ou moins intéressante. On voit qu'il y a des entreprises qui peuvent démarrer avec très peu d'argent, mais il y a aussi le fait que le financement et les subventions sont difficiles à obtenir au début, c'est-à-dire au démarrage de l'entreprise. Et ça, il faut prévoir justement dans les prévisions financières comment on peut aller justement se préparer et comment s'entourer justement pour essayer d'avoir des investisseurs, pour essayer d'avoir des prêts et d'avoir des subventions. Alors, si on regarde au niveau des accès aux conseils et aux formations, donc le soutien aux entreprises, on voit que par rapport aux hommes et aux femmes, il y a en fait une petite différence par rapport aussi aux conseils. Donc, on voit qu'il y a quand même 50% versus 57% par rapport aux femmes. Et il y a aussi 93% au niveau des incubateurs et des accélérateurs par rapport à 42% aux femmes. Donc, les femmes ont moins accès aux incubateurs et aux accélérateurs ou peut-être qu'ils n'ont pas juste l'information
qui peuvent accéder, par exemple, à des incubateurs, à des accélérateurs pour justement bonifier ou pour aller chercher l'information dans leur projet technologique ou leur développement de produits. Et ça, c'est vraiment important parce que, je vous l'expliquerai tantôt, le réseautage, aussi bien les accélérateurs, les incubateurs, le mentorat, le réseau qu'on crée est important pour pouvoir avoir le succès du projet. Parce qu'on ne peut pas faire justement un projet d'entreprise seul en sortant d'un laboratoire, mais il faut vraiment s'entourer. Alors, les statistiques sont là, il faut les prendre telles qu'ils sont, mais il faut justement pouvoir changer ces statistiques et aller au-delà de qu'est-ce qu'on observe. Alors, mon histoire a commencé il y a plus de 30 ans, en fait, en Algérie. Alors, j'ai vécu, je vais vous raconter, en fait, mon histoire et comment j'ai pu traverser les océans pour arriver au Canada et pour construire un peu ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Alors, je suis issue d'une famille, en fait, modeste en Algérie. Donc, des parents mon père était en fait fonctionnaire dans une entreprise nationale pendant plusieurs années. Et ensuite, il a créé son entreprise quand j'étais vraiment à l'adolescence. Et je voyais en fait un papa qui était vraiment très travaillant, puis qui était un peu absent parce qu'il travaillait pendant de longues heures. Il a créé son entreprise en production de matériel médical. À l'époque, comme je vous dis, j'avais peut-être 12-13 ans. Et je voyais en fait ce papa rarement le soir ou la fin de semaine, et encore même la fin de semaine, il était absent. Donc, j'ai été élevée un peu comme par ma mère qui était à l'époque, en fait, qui est une maman à la maison, qui n'avait pas fait d'études, mais qui nous a poussés. Justement, on était 5 à la maison, moi j'ai été l'aînée, et qui nous a poussés à faire des études, de longues études et à être vraiment toujours premier en classe pour justement réussir dans la vie plus tard. Donc, je voyais mon papa qui était en fait devenu un modèle pour moi toute mon adolescence. Jusqu'à l'âge de 23 ans, en fait, c'était le modèle que j'avais dans ma vie d'enfant. Je le voyais travailler de longues heures, créer son entreprise à partir de zéro, acheter du matériel. Donc, en fait, j'ai gravité dans ce milieu d'entrepreneuriat très jeune qui m'a en fait un peu allumé dans mon cerveau des petites étincelles, mais sans rien dire en fait, parce que je continuais à étudier, je continuais à être la première de la classe, poussée évidemment par mon père et par ma mère. Mais ça, il le faisait pour en fait mes frères puis ma sœur qui sont devenus plus tard médecins, pharmaciens, etc. Donc ça, c'est en fait mon enfance. Alors si je regarde mon parcours scolaire, c'est un parcours en fait traditionnel, donc dans une école religieuse à l'époque. Vous voyez ici des sœurs, donc une école primaire où il y avait des religieuses, donc c'était vraiment très strict en termes d'éducation, mais aussi en termes d'habillement et aussi en termes de présence. Donc, je me souviens que j'avais des professeurs qui étaient vraiment très stricts en termes d'enseignement. Donc, j'ai passé en fait le primaire, le secondaire et le cégep jusqu'à en 87 où j'ai eu en fait mon diplôme qu'on appelle le bac là-bas, mais en fait qui est en fait le cégep ici. Donc, ce qui est aussi important, j'ai toujours baigné dans un milieu féminin. Alors, si vous regardez sur les photos, il n'y a aucun garçon. Donc, j'ai été vraiment dans un milieu où il n'y avait que des filles. Et ça m'a, plus tard, ça m'a marqué parce que plus tard, en fait,
dans mes études universitaires ou même dans ma vie professionnelle, je cherchais que des modèles masculins, ce qui était quand même bizarre parce que dès que je voyais des femmes, ben, en fait, ça m'intéressait pas. J'ai toujours cherché des modèles plus masculins. Euh, et ça, c'était comme en quelque sorte pour aller compenser ce manque de mixité au niveau de l'enfance. Alors ensuite, tout de suite après le cégep, j'ai fait l'Institut national agronomique, qui est en fait une des plus grandes écoles en Algérie, donc des études universitaires en agronomie, où en cinquième année, en fait, on avait un projet sur 6 mois, un projet de recherche. Et j'ai travaillé sur, en fait, l'inventaire terrestre des gastéropodes dans la région algéroise, l'évaluation, en fait, des dommages sur plusieurs cultures, les cultures maraîchères en particulier. Et j'avais découvert à l'époque, en fait, une nouvelle espèce qu'on a nommée Helicella sp. Donc, c'est un nouveau gastéropode qui n'était pas du tout connu. Donc, je découvre à travers mon étude de recherche et mon mémoire, une nouvelle espèce que on a découvert puis qu'on a soumis justement à des entomologistes et à des en fait on appelle ça de la systématique pour justement identifier le genre et l'espèce exacte. Donc, ce que j'ai fait dans mon mémoire, c'est l'étude en fait de ce genre ou de cette espèce et quels étaient les dommages causés sur les cultures maraîchères, en particulier la pomme de terre, qui était ravagée justement chez les agriculteurs dans le littoral algérien, donc au bord du littoral algérien, on cultivait des pommes de terre, des poivrons, des tomates, et toutes ces cultures-là étaient endommagées par cette espèce. Donc, j'ai quantifié en fait les dommages et on avait identifié que cette espèce était nouvelle. Donc, cette étude m'a permis justement d'avoir une première approche scientifique, mais aussi une première envie de dire, mais mon Dieu, on peut découvrir des choses. Donc, c'était un peu comme quelque chose de formidable pour moi parce que ça m'a allumé, ça m'a incité à aller plus loin. Donc, c'était, et surtout quand j'ai découvert cette espèce, personne ne savait au niveau de la littérature, au niveau de la recherche bibliographique, je ne trouvais rien. Et ça, avec mon professeur à l'époque, justement, on avait envoyé des spécimens dans des laboratoires à l'extérieur en France pour justement nous aider à identifier et à catégoriser en fait le genre et l'espèce. Alors ça, c'était ma première, on va dire la première la première image de qu'est-ce que j'ai au niveau de la recherche scientifique pure et donc ça m'a vraiment donné le goût de continuer. Alors, il faut savoir que pendant mes études universitaires, donc de 87 à 92 et même avant, j'ai effectué beaucoup de voyages. J'avais un papa qui était extrêmement proche de ses enfants et il nous payait en fait des voyages, même si on était issu d'une famille modeste. J'ai eu le privilège de voyager à l'extérieur de mon pays. Donc, j'allais en Suisse, j'allais en France à plusieurs reprises. Mon premier voyage était à l'âge de 11 ans, toute seule dans l'avion. Donc, mon père m'avait payé en fait ce voyage-là pour aller chez des amis, donc des amis proches à mes parents qui étaient à l'époque à Marseille. Donc, j'ai passé tout l'été. J'avais 11 ans, puis je découvrais en fait la France, j'ai découvert le sud de la France. J'ai en fait lié des amitiés même avec les amis, en fait des jeunes enfants, des amis de mes parents. À force donc de voyager plus tard, j'ai été à l'âge de 14 ans en Suisse, à Zurich, à Lausanne.
en Belgique, à Amsterdam. Donc, j'ai voyagé au cours de ces années-là, même si je revenais à chaque fois en Algérie pour continuer mes études. J'ai en fait vu et observé ce qu'il y avait en fait à l'extérieur de mon pays et j'avais le goût dans le fond, de pouvoir, et même avant 92, dans les années 90, je disais à mon père, ben, je vais étudier au Canada. C'était même pas en Europe, c'était vraiment aller étudier au Canada. Et à l'époque, je sais que j'avais réussi à avoir le dossier de l'Université Laval qui m'a été envoyé en Algérie, puis que on avait étudié la possibilité avec mon père, mais c'était trop cher. Et mon père m'avait dit, non, ma fille, tu vas aller en France, ça va être beaucoup mieux, tu vas être plus proche et tu vas pouvoir terminer tes études en France. Donc, c'est ce qui a été décidé en septembre 92. En fait, mon premier départ de mon pays natal vers la France, donc le sud de la France à Montpellier, qui était le plus proche là, de l'Algérie. Alors, en fait, le périple, on va dire ça, de l'extérieur ou mon expatriation de mon pays natal a commencé en septembre 92, donc il y a plusieurs années. Et je ne suis jamais revenue en Algérie. Alors, arrivée à Montpellier, en fait, j'ai été acceptée à l'École nationale supérieure d'agronomie à Montpellier, où j'ai fait en fait un DAA, en fait, ce qu'on appelle un diplôme d'agronomie approfondie, qui était en fait une suite logique de mon diplôme d'ingénieur d'agronomie que j'ai eu en Algérie, qui était en fait spécialisé en biologie appliquée. Et donc, c'était en fait sur 2 ans. La première année, c'était beaucoup de théorie, donc des matières théoriques donc de biologie animale, de biologie végétale, tout ce qui est en fait biochimie. On reprenait un peu les mêmes matières que j'ai étudiées en Algérie, mais de façon beaucoup plus profonde. Et le travail de recherche que j'ai fait, c'était au niveau du CIRAD, donc le Centre international de recherche d'agronomie et de développement, qui était au nord un peu de la ville de Montpellier, qui était un centre de recherche extrêmement, à l'époque, sophistiqué au niveau technologique. On avait des serres en verre à l'époque, des équipements de haute technologie au niveau de la production végétale, mais aussi au niveau de la production animale. Donc, à l'intérieur des laboratoires, on avait des équipements très importants pour les étudiants qui venaient faire des stages, soit soit dans le cadre de diplôme d'agronomie approfondie ou en maîtrise ou en doctorat ou postdoctorat. Donc, l'étude que j'avais faite à l'époque, c'était l'étude d'un nouveau parasitoïde, en fait, ce qu'on appelle la famille des ptéromalidés, qui en fait rentrait, qui faisait le cycle complet dans un lépidoptère qu'on appelle Spodoptera littoralis, qui était en fait un important ravageur ou des prédateurs des cultures en région tropicale. Donc, ce nouveau parasitoïde a été découvert en début 1992, donc juste avant que j'arrive au laboratoire à Madagascar par un des chercheurs du CIRAD, de façon vraiment donc, lors de ses missions à Madagascar, il avait découvert ce parasitoïde qui, en fait, pondait ses œufs dans des lépidoptères, dans des Spodoptera littoralis qui ravageaient des cultures tropicales, en particulier des cultures de canne à sucre, etc. Donc, en fait, ils ont ramené cet insecte ou ce parasitoïde en laboratoire et on a commencé justement à faire l'élevage en laboratoire. Donc, dans des petites boîtes en plastique avec, en fait, comme de l'agar-agar qui, en fait, était considéré comme de la nourriture pour ce ptéromalidé. Et je faisais en parallèle l'étude de ce parasitoïde, puisque moi, je me suis spécialisée un peu dans la lutte intégrée ou la lutte biologique à l'époque, qui était tout à fait une nouvelle branche. Alors, au lieu d'utiliser, par exemple, les insecticides ou les pesticides qui étaient toxiques sur les cultures,
ont commencé à peine à utiliser, par exemple, de la lutte biologique, justement des parasitoïdes, des Bacillus thuringiensis, donc des bactéries, des protozoaires, donc tout ce qui est vivant pour essayer d'avoir une lutte biologique et de diminuer justement l'utilisation des produits chimiques sur les cultures. Je vous parle de ça il y a 25 ans. Donc, on était vraiment précurseurs. Et moi, j'avais lu beaucoup sur justement la durabilité, l'environnement, la protection de l'environnement, et je me suis dirigée vers vraiment me spécialiser dans la lutte biologique. Alors, ce nouveau parasitoïde, en fait, il n'était pas connu. C'était vraiment en fait, une nouvelle espèce, un nouveau genre. Et c'était d'étudier tous les facteurs abiotiques et biotiques qui pouvaient justement nous apporter des éléments justement pour l'utiliser dans la lutte biologique et la lutte intégrée. Ce qu'on appelle la lutte intégrée, c'est en fait avoir un mix de lutte chimique et raisonnée, évidemment, avec des matières actives plus vertes et l'utilisation de la lutte biologique. Parce qu'à l'époque même, on était conscient aussi à travers le monde, même les équipes aux États-Unis, à travers le monde, qui étaient spécialisées dans les parasitoïdes ou la lutte biologique en général, savaient très bien qu'on ne pouvait pas utiliser la lutte biologique seule. Donc, on pouvait avoir ce qu'on appelle la lutte intégrée et avoir un mix de lutte chimique raisonnée et de lutte biologique sur les cultures. Donc, c'était 6 mois un travail de recherche vraiment passionnant avec un directeur de thèse qui était M. Bournier, Jean-Paul Bournier, qui était en fait une sommité au CIRAD. C'était un monsieur âgé à l'époque, je pense qu'il est décédé actuellement. Et il m'a apporté beaucoup. Il m'a apporté en fait sa passion, en fait avec l'entomologie. Il m'a apporté aussi beaucoup de conseils au niveau de la recherche, puisque j'étais jeune. Je commençais à peine et j'avais pas à l'époque de bourse ou d'aide financière justement si ce n'était que en fait l'aide de mon père au départ, mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que, même arrivé en France, je travaillais la fin de semaine. Donc, j'étudiais dans la semaine et la fin de semaine, le samedi, dimanche, je travaillais pour payer justement mes études. Donc, j'avais pas de soutien financier, mais je continuais. C'était une passion, mais c'était tout le volet qui est découverte qui me passionnait le plus. Donc, travailler sur des sujets qui étaient tout à fait inconnus, nouveaux. On a fait des publications et j'ai participé à plusieurs colloques internationaux pour présenter justement les recherches et les résultats de ce projet-là. Alors, ensuite de ça, donc ça a duré de 1992 à 1994, j'ai eu mon diplôme. Et là, il fallait que j'aille chercher en fait un sujet de recherche qui était pour mon doctorat, parce que je voulais poursuivre au niveau du doctorat. Et c'est là où j'ai eu des communications avec Madame Rouland, qui était en fait chef du laboratoire à l'Université Paris-Est Créteil. Et c'est là où on m'a proposé justement un sujet qui était vraiment aussi au niveau de la lutte biologique. C'était la relation termite-nématode-entomopathogène, application justement à la lutte biologique. Donc, c'est un sujet qui à l'époque était aussi avant-gardiste parce que les nématodes entomopathogènes, on les utilisait, on les utilisait pas. Donc, c'était vraiment des études de laboratoire. Et c'est là où j'ai été ramenée à travailler avec plusieurs laboratoires, donc à l'Université Paris 12, mais aussi avec l'Orstom, avec le laboratoire de nématologie dans le sud de la France, à Antibes, avec Monsieur Laumont, qui était en fait une sommité en France
au niveau des nématodes entomopathogènes. Et c'est là où j'ai eu l'occasion, justement, à travers le professeur Lomont à Antibes, à l'INRA d'Antibes, d'avoir des contacts au Canada. Et c'est là où on a contacté monsieur Belair, en fait, qui était Agriculture Canada à Saint-Jean-Céré-Julieu, le centre de recherche en horticulture, qui lui était spécialisé dans les nématodes phytophages, donc qui était différent des nématodes entomopathogènes, mais qui avait en fait des similitudes en termes de recherche. Donc, on avait en fait échangé au tout début de ma thèse pour avoir justement, savoir si on pouvait coopérer, si on pouvait travailler ensemble et à travers les coopérations, avoir justement des publications ensemble. Donc, j'ai commencé à travailler sur plusieurs souches. En fait, j'ai fait un screening de à peu près une soixantaine d'espèces de nématodes entomopathogènes. Et c'est comme un entonnoir, hein, screening, c'est aller de 80 souches jusqu'à arriver à avoir des souches potentielles qui pouvaient avoir un résultat sur les termites, en particulier les termites ravageurs de canne à sucre en Afrique, donc qui faisaient des ravages sur les cultures de canne à sucre. Donc, évidemment, toujours dans la même optique, diminuer l'utilisation des produits chimiques dans la protection de l'environnement. Et ça, c'était un peu la big picture. Alors, au niveau il y avait deux parties dans mon travail de recherche. Il y avait la partie laboratoire, où est-ce que vous voyez ici des coupes histologiques de l'infestation en fait des nématodes qui rentrent à l'intérieur des termites ailés. Et là, on voit les nématodes qui se multiplient et qui ravagent en fait les cellules épithéliales à l'intérieur, donc à différents stades, à 8 heures d'infestation, à 24 heures d'infestation, à 32 heures, etc. Donc, pour arriver à 40 heures d'infestation où là, on a une septicémie du lépidoptère ou, du termite, et de la mort en fait du ravageur. Donc, il y avait plusieurs techniques et protocoles, évidemment plusieurs techniques au laboratoire en termes d'entomologie, nématologie, la biochimie comme des analyses des dosages d'activité enzymatique, la microscopie optique électronique à balayage, toute la partie histologie que j'ai développée aussi avec un médecin à l'hôpital Saint-Michel où j'allais justement dans un autre laboratoire faire la partie histologie parce que quand je suis arrivée avec le docteur Wang, en fait, quand il a vu mes coupes, il m'a dit, mais Dalila, tu vas pas soutenir ta thèse avec ça. C'était complètement pas bien fait. Donc, lui, il travaillait à l'hôpital, il était au sous-sol, il faisait des coupes histologiques des humains, donc atteints de cancer. Donc, il était vraiment le spécialiste en histologie humaine, mais en histologie animale. Donc, il m'a appris à faire des fixations, il m'a appris à faire des coupes, à faire en fait, la technique d'histologie, déshydratation, inclusion, montage, coloration avec les bons colorants pour pouvoir justement voir ce qui se passe à l'intérieur quand on a une infestation. Évidemment, toute la partie biologie moléculaire, test de PCR, test ELISA, caractérisation génétique des souches testées. Donc, il y a une grosse partie de laboratoire. Je pouvais pas tout résumer ou vous mettre les photos ici, mais on a une bonne idée. Alors ici, vous voyez une parcelle. Alors, vous voyez, c'est des parcelles qui sont rondes. C'est au Tchad, c'est la Société nationale sucrière au Tchad où il y avait justement ces ravages dus à des termites. Alors, on voit dans les racines au niveau des cannes à sucre, hein, au niveau des racines, des ravages, donc qui montent justement à toute la plante. Et en fait, les plantations sont souvent perdues.
Alors, vous savez que le Tchad est un important exportateur de sucre vers l'Europe et vers plusieurs autres pays. Donc, c'était vraiment une société qui était très importante pour l'exportation des sucres et ses ravages au niveau des cannes à sucre étaient importants. Il fallait trouver justement des alternatives chimiques à ce genre de culture. Et là, j'ai fait plusieurs voyages justement de Paris au Tchad. Alors, c'était vraiment incroyable. J'ai pas toutes les photos, je les ai laissées chez mes parents, mais j'ai plusieurs photos où j'étais vraiment dans des avions privés où on voyait justement une vue aérienne. Ça, c'est des photos que moi, j'ai prises qui sont issues de ma thèse. Et vous voyez aussi l'irrigation qui est en forme de, vous voyez ici, ça, c'est l'irrigation qui tourne de façon ronde au niveau des parcelles. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a, je pense, 33 parcelles de plusieurs hectares à travers toute la société. Donc, c'était Madame vraiment Chenafi, je me permets de juste prendre quelques secondes pour vous aviser qu'il ne vous reste que 10 minutes. C'est oh my God, super je vais aller passionnant plus tout ce vite. que vous avez fait, Oui, mais il faudrait je vais aller passer vite. à votre histoire d'entrepreneur. Oui. Alors ici, vous voyez la soutenance de ma thèse, donc le 20 juillet 99, avec les membres du jury, le diplôme de docteur donc obtenu et mes publications scientifiques à travers les années donc de mes travaux de recherche. Alors mon parcours universitaire, évidemment, le deuxième départ vers le Canada en mars 2001. Et là, j'arrive découverte et adaptation, en fait, d'un nouveau continent, d'une nouvelle ville, évidemment, avec la nouvelle culture que je dois m'approprier toutes les choses que je devais faire au départ, donc, c'est-à-dire l'obtention des équivalences de mes diplômes que j'ai obtenus en septembre 2001 par le ministère et aussi les contacts que j'avais avec M. Belair, donc avec Agriculture Agroalimentaire Canada, où j'ai commencé à travailler et poursuivre un petit peu le travail de recherche que j'avais débuté en France. Alors, évidemment, en parallèle, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire, même si j'ai fait des recherches de postes d'assistant de recherche ou de chercheur au sein de plusieurs universités et centres de recherche au Québec. En fait, j'ai eu des réponses négatives à l'UQAM, à l'Université de Montréal. Ce qui me disait, c'est que je n'avais pas assez de publications. Ou j'avais pas publié dans des revues en fait de prestige. Donc j'ai renoncé à continuer ma carrière en fait dans la recherche ou dans l'enseignement. Et tout de suite, je me suis formée à l'entrepreneuriat avec le Sage Montréal en obtenant donc en fait un diplôme d'ASP, lancement et gestion d'une entreprise. Et j'ai fait aussi une formation de certificat assurance qualité à l'ETS. Donc, c'était vraiment les premières choses que j'ai faites arriver à Montréal. J'ai aussi demandé le permis de certification en fait par le ministère de l'Environnement. Ça, c'était pour pouvoir justement appliquer les pesticides au Québec. Alors, mon premier parcours entrepreneurial a commencé avec la création de Bioparasitech, entreprise de traitement de biopesticides. C'était le programme alternatif naturel pour régler les infestations et les parasites. C'est une suite logique à mon doctorat. Donc, en fait, j'avais toute l'expérience, l'expertise, les connaissances, justement, pour pouvoir ouvrir cette entreprise. Alors, c'était pas une entreprise de manufacture de produits, donc de produits alternatifs, mais c'était plus une entreprise de services et de formation. Donc, j'avais un pignon sur eux. Hein. Vous voyez ici, c'était sur la rue Jean Talon où je vendais des produits à des consommateurs et aussi je faisais la certification en fait des exterminateurs qu'on appelle en fait les techniciens exterminateurs qui faisaient des traitements soit au niveau industriel, soit au niveau résidentiel. Donc, ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale. Et suite à ça, ben, j'ai eu en fait des retombées au niveau
des journaux. J'ai eu en fait une bourse de la Fondation de Montréal Inc., la bourse programme Jeunes Promoteurs. Et ça, c'était une partie des demandes de financement, parce que j'avais fait à l'époque au moins 8 demandes de financement. J'en ai eu 2/8, mais quand même. Pour une femme qui arrivait dans un nouveau continent, écrire un plan d'affaires, un business case, commencer à avoir un réseau à partir de zéro, c'était tout un défi. Alors, suite à ça, le chiffre d'affaires, en fait, n'était pas ce que je voulais. À la fin de 2003, j'ai fait mon bilan et c'est là où j'ai décidé, en fait, de fermer l'entreprise et d'aller faire pour la simple raison que j'avais pas eu le soutien financier parce que moi, j'avais pas, en fait, d'actifs. Arrivé au Québec, j'avais pas d'actifs. Le soutien financier était quand même là, mais pas suffisant et j'avais pas le réseau pour pouvoir avancer dans mon projet. Donc ça, c'était 2 points importants qui ont fait que j'ai décidé d'aller plus au niveau professionnel et de faire une carrière à ce niveau-là. Donc, j'ai été recrutée rapidement par KPMG Canada en tant que conseillère en R&D. Alors, ce que je faisais, c'était les dossiers crédit d'impôt, recherche et développement pour plusieurs entreprises dans le secteur agroalimentaire, secteur biotechnologie, secteur pharmaceutique. Donc, en fait, il y a un programme au niveau fédéral et on soumettait, en fait, on rédigeait des rapports techniques pour des entreprises qui développaient un nouveau produit ou un nouveau procédé de fabrication. Donc, j'ai été 2 ans chez KPMG, Raymond Chabot Grant Thornton, c'était la même chose. J'étais conseillère pendant 6 mois. Après, j'ai été promue en tant que directrice recherche et développement. BDO Canada, un autre grand cabinet à Montréal. Et chez Desjardins Groupe GDD, j'étais conseillère en R&D en TI, alors que je ne suis pas du tout une fille de TI. Par contre, on m'a recrutée à cause de ma connaissance du programme crédit d'impôt, recherche et développement, développement expérimental. Et je suis restée pendant au moins 2 ans. Ensuite, au cours de ce parcours professionnel, j'ai eu des publications dans des revues telles que Agri-Food Canada, où j'écrivais par exemple des articles sur les crédits d'impôt R&D, sur les activités qui étaient admissibles au programme. J'ai siégé sur le comité d'administration de la Fondation Initiale, sur le conseil, le CETAC en fait, qui était plus au niveau de l'agroalimentaire. Et j'ai siégé aussi je siège encore comme jury national pour le prestigieux concours Défi aux entreprendre depuis 2011. Donc, en fait, un parcours c'était intentionnel parce que je voulais créer un réseau à travers mes parcours professionnels. Alors, en 2013, j'ai eu une pause réflexion, j'ai eu des jumeaux et ça m'a permis justement de faire cette pause, de m'arrêter et de réfléchir de qu'est-ce que je veux faire réellement. Est-ce que je veux continuer à être conseillère en crédit d'impôt R&D ou revenir? Mais il y avait cette réflexion qui était là depuis vraiment un petit bout et de revenir vers l'entrepreneuriat. Donc, mon deuxième parcours entrepreneurial, c'était de créer une entreprise qui me ressemblait le plus. Hein, c'était ma passion. La première était mon expertise, mais la deuxième était ma passion liée à mon expertise. Alors, vous avez 2 options, c'est toujours l'expertise ou la passion, ou les deux. Ça peut être les deux aussi. Donc, celle-ci est la clinique d'Amazon et les produits d'Alilacé biocosmétiques était ma passion depuis plusieurs années. Alors, j'ai créé en fait une clinique de traitement de dermocosmétique ou dermoesthétique avec toute une équipe, hein, avec Jacques Paquette que vous voyez sur la photo, qui était en fait mon mentor, qui avait plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. J'ai été le chercher. En fait, tout de suite, en parallèle, j'ai créé en fait les produits. Dès 2013-2014, j'ai créé les produits. En fait, on avait commencé à formuler 6 produits au départ et tranquillement, pas vite, on a continué à formuler. Alors ici, vous me voyez avec David, qui est en fait
aussi un de mes mentors qui est le chef de laboratoire où est-ce que je produis en fait mes cosmétiques, qui dès le départ, en fait, je l'ai connu à travers mes expériences professionnelles quand je faisais les crédits d'impôt R&D et quand j'ai voulu vraiment aller de l'avant avec mes produits, ben en fait, il était là pour pouvoir m'aider. Donc, d'où l'importance du réseau et du développement humain qu'on fait tout au long de notre carrière. Alors, ensuite, donc, évidemment, là, vous me voyez aussi avec notre chimiste. On a développé toute une gamme de produits, d'actifs, justement, dans le cadre des processus physiologiques du vieillissement cutané et de certaines dermatites au niveau de la peau. Donc, issus de la botanique, de la biotechnologie marine, des vitamines, des peptides. On a eu plus de 55 études cliniques et évidemment toutes les études in vivo, in vitro qu'on a fait au laboratoire. Puis, en fait, le cœur de nos produits, évidemment, c'est toujours la même chose, la biodégradabilité, la clean beauty, la limitation des rejets, les produits minimalistes. Quand vous voyez mes produits sur le site Internet, on n'a pas de packaging secondaire, donc limiter en fait les rejets, le packaging, des formules biodégradables, en fait une liste d'ingrédients courte et réfléchie et simple d'utilisation. En fait, c'était un peu le concept qui est là depuis à peu près 5 ans, qui nous vient d'Europe et qui nous vient de plus en plus de la Californie. Alors, je me suis un peu inspirée de ça. Alors, au départ, j'ai appelé la marque Biodermes. J'ai été très, très vite attaquée par une grande entreprise dont je nommerai pas le nom, mais il faut faire très attention au niveau de la propriété intellectuelle et le nom de marque. Ça, c'est des choses qu'on apprend sur le temps. Hein. Personne n'est venu me dire Dalila, n'appelle pas ta marque Biodermes, tu vas être rattrapée vite par la concurrence. Mais évidemment, j'ai pas voulu donner mon nom, mais les avocats m'ont vivement conseillé de donner mon nom pour avoir un peu l'esprit tranquille si auquel cas il y avait quelque chose. Donc, la marque s'appelle Dalila C Biocosmétiques. Évidemment, notre cible, c'est toutes les personnes, hommes et femmes, que ce soit les baby boomers de génération X, génération Y, qui se soucient justement de l'impact environnemental des produits et qui sont justement prêts à acheter des produits très spécialisés. Alors, évidemment, le besoin, c'est pour les peaux endommagées, stressées, et ça peut être aussi pour les peaux saines et matures. Donc, dans les cas d'inflammation aiguë, mais aussi dans des cas d'inflammation chronique. Je passe ça. Donc, notre actif qui est principal, évidemment, je l'ai ramené de l'Algérie, de mon pays natal, puisqu'on avait fait aussi, depuis 2013, j'ai fait une recherche bibliographique, mais aussi un screening de plusieurs actifs et plusieurs huiles botaniques. Et j'ai été vraiment en Algérie chercher l'huile de pépins de figue de Barbarie qu'on appelle l'Organic Prickly Pear Seed Oil, qui est 10 fois plus performant que l'huile d'argan. Et ça a été en fait la base de toute notre gamme de soins visage et de soins corps. Donc, je vais passer les diapositives suivantes très rapidement et je vais laisser peut-être… alors, il faut juste comprendre qu'on est rentré en 2019 avec McKesson, donc chez Uniprix et Proxim. Évidemment, avec la pandémie, on a eu des baisses à ce niveau-là, mais on a quand même performé dans la vente en ligne, dans le digital. Et on vend à travers le monde. Donc, évidemment, comme Nathalie l'a dit, au Japon, à Dubaï, aux États-Unis et bien évidemment au Canada. On a des perspectives intéressantes en termes d'exportation. Suite aussi à ça, en 2017, j'ai gagné le prix de Dunamis à Laval. Et on a eu en fait des retombées au niveau de la presse intéressantes. Alors, quand j'ai vu cette image-là, ce que vous voyez ici avec Nux, avec d'autres
d'autres marques que je suivais de très près, ben, on est pas mal fiers. On essaye d'avoir une place, même si la concurrence est rude. Il faut savoir que plus la concurrence est rude, plus c'est intéressant d'y aller. Et ça, je pourrais vous le dire plus tard. Alors, évidemment, on continue avec les publications dans les magazines, dans les journaux pour nous faire connaître. Alors, la conclusion que je donne aux étudiantes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est d'avoir des connaissances technologiques, scientifiques. Ça, c'est un peu, c'est notre base. Mais aller chercher toutes les autres connaissances financières. Par exemple, moi, j'étais très forte dans le domaine scientifique et technologique, mais j'avais un manque au niveau comptabilité et finance. Donc, je me suis entourée ou actuellement, je suis en train de faire un AEC en comptabilité pour parler le même langage que les financiers. Donc, c'est d'aller chercher les compétences, d'aller chercher les formations additionnelles qui peuvent compléter justement notre compréhension. Deuxième chose, c'est la création du réseau. Le réseau qui est fondamental parce que l'humain est fondamental dans la création de projets, le mentorat, le parrainage. Et l'auto-efficacité entrepreneuriale des femmes, elle vient par l'autosuggestion, en fait, par la façon dont on va s'entourer. Et ce que je dis aussi, c'est ne jamais avoir peur, parce que la peur, elle peut nous mener vers l'échec, mais il faut toujours se lancer, même si on a peur, parce que cette peur, elle va s'estomper au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Aussi, les modèles de rôle et les aides globales qu'on peut avoir au niveau des subventions pour la garde d'enfants et d'autres points par la suite. Donc, si vous avez des questions, je reste disponible. Merci. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez départager la PowerPoint pour qu'on puisse avoir des échanges avec les personnes qui sont encore présentes. Il y a déjà des mots là, dans le chat que je peux vous lire. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Malheureusement, la personne devait quitter. Une autre personne, Marie-Ève Blanchette, bravo et bonne chance pour la suite. Et une question justement sur un des éléments que vous avez nommé là, juste avant. Comment vous avez développé votre réseau et comment celui-ci a été utile pour vous lancer en affaires? Alors, le réseau, au départ, dans ma première expérience entrepreneuriale, était vraiment pas là. Mais la deuxième, oui, puisque en fait, au niveau de mes expériences professionnelles, c'est ce que j'ai fait. J'ai développé, je desservais plusieurs clients dans le domaine industriel, domaine manufacturier, etc. Donc, et aussi à travers le réseautage, donc, je participais à plusieurs conférences, je donnais des petits déjeuners conférences, j'allais jouer au golf alors que je ne savais pas jouer au golf. En fait, j'allais vers les gens. Parce que ce qu'il faut faire, c'est ne pas attendre que les gens viennent vers vous. Moi, j'allais vers les gens et le réseau, en fait, s'est construit à travers justement ces occasions de contact, mais aussi à travers les expériences professionnelles que j'ai eues dans des grands cabinets. J'ai eu le privilège de travailler avec des comptables, avec des avocats, avec des fiscalistes qui m'ont appris en fait la rigueur, qui m'ont appris la bonne façon de travailler, mais aussi la bonne façon de communiquer et de créer des contacts humains à plus ou moins long terme, dans le fond, là, de garder ces contacts dans le réseau pour pouvoir, en fait, arriver à un moment de demander de l'aide ou de demander même des conseils. Ce que je comprends, c'est que tout au long de vos expériences, que ce soit en bureau de consultation, mais avant et après, l'idée, c'est de tisser des liens avec les gens parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ces personnes-là pourraient nous aider, donc qu'on pourrait les solliciter. Donc, si on a maintenu un bon lien, si on a créé une relation avec ces personnes-là, c'est plus facile après ça de retourner les voir et Absolument. de leur demander une forme de soutien qui peut nous aider à faire avancer notre entreprise. Donc, c'est un bon message à retenir. Il y a une personne qui dit parcours impressionnant. Quel est votre prochain défi?
Mon prochain défi, c'est en fait à faire arriver. En fait, j'ai toujours des rêves, hein. Puis les rêves, en fait, viennent aussi avec la passion. C'est d'arriver à amener Dalila C Biocosmétique à un niveau encore plus supérieur. Donc, j'ai des grandes marques que je suis depuis plusieurs années. Et en fait, j'écoute des podcasts, j'écoute les histoires de ces marques-là pour pouvoir, en fait, un peu faire la même chose, mais peut-être autrement, parce qu'on fait jamais la même chose. Arriver à avoir une marque québécoise canadienne et d'arriver à un peu compétitionner les marques françaises qui sont à travers le monde. Donc, c'est un peu arriver à emmener la marque à un autre niveau. C'est un peu mon rêve. Après ça, ben, je vais laisser peut-être l'entreprise à ma fille au niveau du repreneur. C'est ça. Donc, vous avez votre fille qui aspire à suivre un peu vos traces. Absolument, oui. En fait, elle a 17 ans, mais elle est en sciences naturelles. Évidemment, la même chose que moi, elle va poursuivre peut-être des études de médecine ou de pharmacologie. Je ne sais pas, mais ça va être un peu la suite de qu'est-ce que j'ai créé en fait. Très bien. En attendant de voir s'il y a d'autres questions, moi, je voulais juste quand même relever certains éléments de votre présentation. Euh, je comprends que vous avez su conjuguer votre passion parce que vous dites que cette entreprise-là, maintenant, c'est vraiment votre passion, mais elle s'appuie aussi sur votre expertise. Donc, vous avez su conjuguer passion et expertise. Et en plus, vous intégrez là-dedans des valeurs qui vous sont chères, celles de protéger l'environnement. Et on voit dans votre parcours universitaire que vous avez travaillé aussi sur des technologies, des techniques avec moi, c'est pas mon domaine, là, mais j'ai compris qu'il y avait des bactéries ou toutes sortes d'insectes qui pouvaient être utilisés, mis à profit pour protéger la culture et sans utiliser de pesticides. Donc, on voit là comme trois éléments que vous avez su intégrer pour créer cette nouvelle entreprise et qui est vous, dans le fond, c'est vraiment votre identité, autant au niveau de la passion, donc tout ce qui est affectif, l'expertise, donc le rationnel et les valeurs que vous avez portées et que vous avez étudiées. Donc, je voulais quand même relever ça. Puis, en plus, c'est en lien avec des préoccupations actuelles. Présentement, dans toutes les sociétés, on se préoccupe de l'environnement. C'est un enjeu important. Et donc, vous êtes une personne qui appuie cette préoccupation-là, qui travaille à pallier les problèmes environnementaux. Donc, bravo, je voulais quand même le souligner, c'est important. Et ce que je remarque aussi, ben, c'est toute la force encore du relationnel. C'est quelque chose de transversal qu'on a vu avec plusieurs présentations jusqu'à maintenant. La force du réseau, vous en avez parlé, tisser des liens, mais vous avez eu des mentors aussi, des personnes qui vous ont inspiré. Maintenant, vous êtes inspirante pour des futurs entrepreneurs, mais vous avez eu des personnes inspirantes aussi pour vous. Donc, c'est une clé importante là, à souligner. Absolument. Je vois quelqu'un qui a écrit aussi dans le chat, merci pour ce parcours peu commun. Vous semblez dire que l'important, c'est le réseau élémentaire. Bon, finalement, on se rejoint sur ce que je venais de dire. Si on pouvait classer l'importance de l'aide, est-ce que les incubateurs et formations sont secondaires ou premières selon vous? Et les subventions utiles ou non? Donc, qu'est-ce qui est le plus important là? Puis après ça, quoi d'autre? Oui, en fait, c'est comme un écosystème, hein, l'entrepreneuriat. C'est l'écosystème dans lequel on va baigner pour la réussite de notre projet. Donc, plus l'écosystème est important et global, plus on va chercher les ressources, que ce soit les ressources financières, les ressources humaines, les mentors, les subventions, le financement. Ça, c'est comme des points qui viennent en fait graviter tout autour de notre écosystème et notre projet pour pouvoir l'emmener
au succès. Alors, c'est sûr que pour moi, la première expérience n'a pas abouti pour des raisons très simples. C'est que j'avais pas tout l'écosystème qui était favorable pour emmener cette entreprise à un niveau supérieur. Puis j'arrivais, puis là, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout de suite fait mes formations, j'ai tout de suite écrit mon business case, j'ai tout de suite ouvert mon entreprise. Mais j'étais jeune, j'étais dynamique, j'étais un peu créatif, un peu, j'allais dire folle, parce que pour moi, quand je repense ce que j'ai fait, j'ai perdu de l'argent. Je vais vous le dire, là, on perd un peu de sa chemise, mais ça m'a donné des outils justement de réflexion pour ne pas les refaire dans ma deuxième expérience et ça m'a beaucoup aidé en fait. Donc, l'écosystème, il faut le bâtir dès le départ sur des bonnes bases et ça va créer en fait la réussite du projet. Donc, ce Absolument. que je comprends, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un élément plus important que l'autre, c'est que tous ces éléments-là, mis ensemble, contribuent à la réussite de l'entreprise. Absolument. Donc, c'est l'espèce de synergie entre toutes ces ressources et informations que vous êtes allé chercher qui fait que maintenant, vous étiez plus prête comme entrepreneur avec cette deuxième entreprise parce que vous aviez, je vais dire comme ça, tous les ingrédients nécessaires pour réussir. Absolument. Donc, dans la construction ou le réseau, on a les mentorants, on a les investisseurs, on a les incubateurs, mais ça, c'est tout. Chacun va apporter en fait une pierre à la construction du projet. Évidemment, il faut avoir l'idée. Parce que l'idée avec un produit qu'on appelle le produit minimum viable, et il faut aller le créer avec les consommateurs et il faut être certain que le produit soit vendu. Parce que si on n'est pas certain que le produit soit vendu, ça va être une problématique. Et souvent, pour les chercheurs, ce qui arrive, c'est qu'on cherche, il y a des similitudes entre les recherches scientifiques et l'entrepreneuriat. En fait, en recherche scientifique, on fait de la recherche pure, on essaie de résoudre une problématique scientifique. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. On essaie de résoudre une problématique d'un client et on trouve la solution avec soit le produit, soit le procédé d'application. Et il faut le mettre tout de suite sur le marché. Ne pas attendre, c'est que il faut accepter en fait de s'arrêter de faire de la recherche et de le mettre sur le marché. C'est ça la différence entre le scientifique et l'entrepreneur. C'est une belle combinaison des deux forces. Je Absolument. vois des dernières questions. Après ça, on va se quitter. On a déjà dépassé le temps. Je vous remercie de votre générosité, d'accepter de rester encore un petit peu avec nous. Il y a une question dans le chat. Comment vous arrivez à gérer votre temps, vos priorités, votre vie de mère et d'entrepreneur? Donc, comment vous jonglez avec tout ça? En fait, c'est tout un défi. Je peux vous dire que je me lève très tôt, j'ai un agenda hyper chargé, mais j'arrive quand même à tout faire dans la journée et à travailler très tard, même le soir quand je dois faire des recherches ou lire certaines bibliographies ou certains livres. Euh, En fait, je programme ma journée la veille. Et vraiment, c'est une planification très serrée, mais ça se fait facilement. On essaie juste de trouver les bonnes personnes qui peuvent nous aider à la maison avec les enfants, mais on peut le faire. Donc, il faut être très discipliné, très Absolument, structuré. C'est ce que absolument. j'entends Ouais, dans une votre discours. planification, oui. Oui, une bonne planification. Dernier élément, puis après ça, on peut vous laisser vaquer à vos occupations. Est-ce une bonne idée de s'associer avec un expert en marketing et un financier et démarrer plus tôt? Plutôt que de tout de suite se lancer lorsqu'on a une invention ou une innovation qu'on veut lancer sur le marché. Donc, à vous entendre, j'ai l'impression que vous avez expérimenté les deux, là, se lancer Oui. d'abord, puis ensuite aller chercher plus d'appui, mais C'est ça. qu'est-ce qui est le mieux? On peut aussi avoir des associés parce que c'est complémentaire. Par exemple, moi, j'aurais pu, en tant que scientifique ou fille technique, on va dire, m'associer avec une autre personne qui est spécialisée en marketing parce que c'est ce qui me manquait ou un financier. Donc, en fait, trouver
les bons matchs ou les bons fits avec les bonnes personnes qui apportent une complémentarité au projet. Donc, on peut être très fort dans une matière et on peut avoir des faiblesses, mais cette faiblesse n'est pas en fait un échec. Donc, il faut vraiment aller chercher les bonnes personnes. Et évidemment, on peut s'associer, mais il faut choisir l'associé parce que ça, c'est très important. C'est comme se marier, en fait, dans un projet. Il faut faire très attention et aussi avoir cette complémentarité. Apporter cette complémentarité en termes de connaissances et d'expertise est importante, oui. Bien, écoutez, on pourrait se quitter là-dessus. Merci beaucoup pour la présentation. On en a appris davantage sur vous, sur toutes les études que vous avez menées. Puis on voit à travers vos explications ce souci du détail dans les explications et tout ça. Donc, Ça, on a appris aussi, on a eu un cours en quelque sorte aujourd'hui, mais je pense qu'avec ce que vous faites présentement, l'entreprise que vous avez, ce souci du détail vous sert bien. Alors, c'est une belle qualité que vous pouvez réinvestir dans votre travail quotidien. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame Chenafi, pour votre participation à notre projet et je suis persuadée que vous allez être inspirante pour plusieurs jeunes femmes. Merci. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir.